Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille Pauline, coach en TCA, qui a souffert elle-même de TCA et qui partage son parcours aujourd'hui qui est extrêmement touchant. Et elle a mis en place un accompagnement personnalisé pour les femmes qui en souffrent également aujourd'hui de troubles du comportement alimentaire. Donc, j'espère que ce podcast va vous toucher autant que moi et je vous laisse le voir et j'ai hâte d'avoir vos retours. Pauline, je suis trop contente de faire ce podcast avec toi. Je suis ravie aussi. Vraiment, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Pauline, je t'en prie, présente-toi. La question que je déteste. Présente-toi. Mais si, on va y arriver. Alors, écoute, moi, c'est Pauline. Je suis née du côté de Saint-Malo. J'ai grandi en Bretagne. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs maraîchers. Et là, ça fait un mois que je suis installée sur Paris et je suis coach et hypnothérapeute. Et j'ai créé un accompagnement pour aider les femmes à sortir des troubles alimentaires. Ok, donc tu es coach en TCA, c'est ça? Je suis coach et hypnothérapeute, experte en compulsion alimentaire. Oui, en troubles alimentaires, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussée à devenir coach en TCA? Qu'est-ce qui m'a poussée à devenir coach? Je pense que c'est dû à mon parcours, à mon histoire. C'est sûr que si j'avais pas vécu les troubles alimentaires, j'aurais jamais eu l'idée de me nicher vers cette branche-là. Donc c'est dû à mon parcours. Ouais, par rapport à mon histoire. On parle de TCA, de troubles du comportement alimentaire, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est concrètement? Parce que ça reste encore très vague et très flou pour beaucoup de gens. Ouais. Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale. En fait, les troubles alimentaires, c'est un problème avec l'alimentation. Tu vois, c'est manger en grosse quantité sans réussir à s'arrêter, avec un sentiment de honte et de culpabilité. Mais ça, ce que je t'ai dit, là, c'est l'hyperphagie, mais il y a aussi la boulimie, donc avec des comportements compensatoires entre les crises, donc les vomissements. Il y a aussi l'anorexie, il y a plusieurs... Mais moi, je pense qu'on va rester sur l'hyperphagie et la boulimie parce que c'est ce que j'ai vécu et aujourd'hui, c'est les femmes que j'accompagne souffrent de boulimie et d'hyperphagie. Donc on va moins parler d'anorexie et puis il y a d'autres aussi troubles alimentaires, mais on va vraiment se focus sur l'hyperphagie et la boulimie. Donc les trois grandes catégories de troubles du comportement alimentaire, c'est l'anorexie avec de la nourriture. Ouais, l'anorexie mentale, hyperphagie, boulimie. Okay. L'hyperphagie, tu manges en grosse quantité sans réussir à t'arrêter, avec ce sentiment de honte, de culpabilité, de dégoût de toi-même. Voilà, t'es pas bien dans ton corps parce qu'il n'y a pas de comportement compensatoire, donc en général tu prends du poids, donc tu as une très basse estime de toi-même. Donc ça, c'est l'hyperphagie. Où voilà, tu manges vraiment sans réussir à t'arrêter pour combler tes émotions, pour combler un mal-être. À la différence de la boulimie, où il y a des comportements compensatoires entre les crises, donc les vomissements, le sport, les laxatifs. Exactement. Excès de sport, prise de laxatifs, vomissements, jeûne pendant plusieurs jours. Voilà. Ok. Et anorexie, du coup, restriction d'aliments. C'est ça. Et qu'est-ce que les personnes qui n'ont jamais souffert de TCA, elles comprennent généralement pas de ce trouble? Alors, les personnes qui l'ont jamais vécu ne comprennent pas que c'est une maladie mentale, qu'on ne fait pas exprès et que c'est pas un manque de volonté. Ça, c'est hyper important. Moi, je sais que quand j'ai souffert de troubles alimentaires, peu de personnes de mon entourage comprenaient parce qu'il y avait peu de personnes de mon entourage qui l'avaient vraiment vécu. D'autant plus que je ne le disais pas à beaucoup de personnes. Donc, du coup, la seule fois où j'ai essayé d'en parler à ma mère, je pense qu'elle avait peur pour moi, mais elle était sur la défensive, elle ne comprenait pas. Tu vois, elle me disait « Ah, mais t'as qu'à mieux manger !» Et qu'est-ce qui faisait que t'en parlais pas? Parce que j'avais honte, j'avais vraiment honte. C'était pour moi une honte absolue. Je me cachais tout le temps pour manger. Vraiment, je cachais dans mon sac en permanence. Je me cachais dans les toilettes au travail parce que je savais que c'était pas bien ce que je faisais. J'avais conscience que mon comportement n'était pas normal. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête à me dire t'as besoin d'aide. Oui, et à quel moment où tu t'es rendu compte qu'il n'était pas normal ton comportement et que t'as pris conscience que c'était anormal et que c'était peut-être une maladie ou autre? Ouais. À quel moment? Oula, parce que là maintenant ça commence à faire... Il y a un bout de chemin qui s'est installé, donc il faut que je me remette dedans. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Mais le moment justement où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était quand j'ai commencé à me prendre des réflexions.
Ok. De quel genre? Par exemple, tu vois, je vivais en coloc. D'ailleurs, c'est marrant, hein, on l'avait bien faite. Il était d'ailleurs chez moi il y a 15 jours. C'était un ami des cours Florent. Parce que j'ai fait l'école des cours Florent. Et du coup, on est resté en contact. Et en fait, cette personne-là, j'étais en coloc avec à Bordeaux. Et en fait, il voyait que j'avais un problème avec la nourriture, c'est-à-dire que je pouvais me lever la nuit pour manger. Je pouvais m'enfiler 1 kilo, tu sais, les gros paquets de Kellogg's, les paquets de céréales comme ça. Donc au début, il disait rien. Et en fait, une fois, je partais au boulot et, euh, et en fait, j'avais pris avec moi, j'avais caché sous mon écharpe des tablettes Milka. À ce moment-là, je ne sais plus ce que j'avais perdu exactement, c'est un peu flou, je ne sais plus si c'était mes clés ou quoi, je ne sais plus. Et j'étais stressée, ça me stressait. Et du coup, Gabrielle, la personne en question, elle me dit, bah attends, je vais t'aider à les retrouver. Et là, il soulève l'écharpe et il voit. Oh waouh. Et il voit les. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est bon, je me rappelle. Et en fait, il voit Et là, j'étais pas bien. Il Et m'a dit, comment tu t'es sentie là? ah, mais trop mal. Ah, mais trop mal. Ah, trop mal. J'étais là, mais non, mais tu touches pas et tout. Il me dit, oh, Pauline, tu fais n'importe quoi. Je te les reprends et tout. Tu vas pas partir avec ça. Je dis, mais non, mais. Et j'étais devenue mais mauvaise, hein. Ouais, Mauvaise. ouais, très agressive, j'imagine. Méconnaissable. Ouais, Méconnaissable, j'imagine. je pense que je me ne reconnaissais même pas, moi, de nature qui ne m'énerve pas. En vrai, je m'énerve très, très peu, tu vois. Et là, j'étais vraiment sur la défensive, sur l'agressivité. C'était. Ah oui. Pourquoi tu penses que t'as été agressive? Ben, parce que, en fait, je voulais pas voir ce qui se passait en face. Je voulais pas qu'ils me disent que j'avais un problème. Je voulais pas qu'ils me disent que ça va pas, que j'ai pas le droit de faire ça, parce que je savais, mais non, en fait, j'avais pas envie de le comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé après cet épisode? Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, après, du coup, il y a eu des semaines, hein, des mois qui se sont écoulés. Et entre-temps, j'ai changé de travail. À l'époque, à ce moment-là, je travaillais à Leclerc. Après, je me suis retrouvée dans un parc de loisirs et sports. Et en fait, à ce moment-là, c'était pire parce que j'étais responsable des anniversaires des enfants. Tu sais, c'était un trampoline park. Et c'est moi qui gérais les goûters Oh. des enfants des anniversaires. Et donc, il y avait un tas de bonbons, il y avait du chocolat partout, des crêpes, du l'enfer. Nutella, les gros pots de Nutella de 5 kilos. Enfin, vraiment, on était entourés toute la journée. Et comment tu gérais du ça? salé aussi. Ah, mais pas trop mal. Tu faisais des crises aussi sur Je- le lieu ou Je pas? gérais pas du tout. Ah non, je gérais pas du tout. Je faisais des crises. Ah oui, oui. Et comment tu le faisais devant tout le monde? Ah, mais Tu ça prenais m'aide. de la nourriture, tu cachais, t'allais aux Là, toilettes? j'arrive à en parler parce que voilà, il y a eu un cheminement qui a été fait et tout. Ça m'est déjà arrivé de reprendre des trucs que je jetais dans la poubelle, que les enfants mangeaient dans l'assiette, ne finissaient pas leur gâteau et je reprenais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu le faisais? Est-ce que c'était parce que tu avais faim? Est-ce que c'était parce que tu étais anxieuse? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais en quête de sens, en perte de repère total. Ouais, j'ai mis du temps à vraiment trouver ma mission de vie, qui est aujourd'hui le coaching, mais ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu vraiment une étape et j'étais en perte de repère en fait. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, pas bien dans ma vie en général. J'étais entourée de mauvaises personnes. À ce moment-là, je fréquentais un garçon qui était très très mauvais pour moi. C'était un pervers narcissique, hein. On va pas y passer par quatre chemins. Donc il m'a fait vivre l'enfer pendant 3 ans, mais en même temps, voilà, à ce moment-là, j'ai déménagé à 500 km de ma famille pour la première fois. Comme je te dis, moi je suis de Bretagne, et là je suis partie à Bordeaux à ce moment-là pour justement faire les études au cours Florent. Et donc je me suis retrouvée toute seule, donc bon, il a fallu que je paye mon école, donc du coup c'est pour ça que je travaillais à Leclerc à côté. Leclerc, c'était pas forcément les personnes avec qui j'avais envie de matcher, il n'y avait pas forcément de connexion, et puis c'était des personnes, tu vois, qui pouvaient... C'était pas des personnes très fréquentables, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tout cas mes collègues, c'était des personnes qui fumaient, il y avait de la drogue, tu vois, c'était toutes les... Pas des bonnes influences, quoi. C'est ça, c'était pas vraiment des bonnes influences. Et encore une fois, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que c'était ça que je ressentais, donc je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien à mon travail. Et puis entre-temps, du coup, quand tu te sens pas bien, t'attires à toi des personnes qui sont pas bien non plus. Et donc c'est pour ça que j'avais rencontré cette personne dont je suis tombée amoureuse, mais qui m'a fait vivre l'enfer, et je pense que ça a été un gros... ça n'a pas été la cause, attention. Je veux mettre la faute sur personne. Personne n'est fautif de mes troubles alimentaires. Mais
Tu vois, c'est... Ça a commencé quand t'avais quel âge? Enfin, est-ce qu'il y a un élément déclencheur? En général, on pose beaucoup la question, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Ouais. Ça s'est fait tout seul? Ouais. Pourquoi par le biais de la nourriture? Je pense que j'ai toujours été une mangeuse émotionnelle dans le sens où quand j'étais chez ma mère, et je me rappelle avant justement de partir à Bordeaux, mais même au lycée, bon déjà ça a commencé au lycée parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire. J'étais, tu vois, une pré-ado au collège, j'étais quelqu'un d'assez extraverti, j'aimais bien qu'on me regarde, j'aimais bien parler fort, j'aimais bien me montrer, et j'avais vraiment mon groupe de copines où on était hyper soudées, où limite les gens connaissaient notre prénom, mais nous on connaissait pas le prénom des gens, enfin tu vois, c'était vraiment le petit truc. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, là ça a été boum. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à me faire dans le groupe, et du coup j'ai vécu du harcèlement scolaire pendant 3 ans, donc là c'était l'enfer. Et là à ce moment-là je me rappelle que ça commençait à arriver, mes troubles alimentaires, parce que ma mère elle cachait dans la maison parce qu'elle voyait que je pouvais manger rapidement les tablettes de chocolat, les bonbons, etc. Donc elle cachait, et je me rappelle, j'attendais qu'elle se couche des fois pour aller regarder où est-ce qu'elle cachait. Et déjà là ça commençait, mais c'était... Voilà, c'était, on va dire, de l'alimentation émotionnelle où j'allais pas non plus vider les paquets de gâteaux, ou tu vois, c'était pas comme ça. Mais je sens que ça commençait déjà. Et après, ça s'est amplifié dès que donc j'ai eu mon bac. Et puis directement après, je suis partie à Bordeaux pour faire les cours Florent. Et c'est là que voilà, tout s'est enchaîné et j'ai commencé à manger mes émotions plus. Ouais. Ok. T'étais encore chez ta mère ou tu vivais toute seule à cette époque-là? Quand j'étais... Après les cours Florent, quand ça s'est vraiment intensifié, est-ce qu'il y a eu une raison justement, ou est-ce que c'est vraiment le stress de la vie qui t'a fait amplifier ce... Oui, en fait, quand ça je l'ai compris en thérapie, mais c'est dû aussi à mes blessures émotionnelles, sentiment d'abandon vis-à-vis de mon papa. Ça, je l'ai vraiment découvert en thérapie, hein, que c'était beaucoup plus profond que ça, et que il y avait de la dépendance affective, voilà, des blessures émotionnelles qui n'étaient pas guéries. Je portais en moi des choses très lourdes que j'arrivais pas à me débarrasser. Et en fait, ça a été l'accumulation de plein de trucs. Tu vois, à ce moment-là, le fait d'être dans une relation amoureuse toxique, le fait de me sentir perdue, seule, abandonnée, pas comprise, en quête de sens, professionnelle, tu vois, comme si j'étais en manque d'identité. Qui est Pauline? Au fond de moi, j'arrivais pas. Et du coup, manger m'apaisait, manger me réconfortait, manger me soulageait le temps d'un instant, parce que après, forcément, j'étais au bout, étant donné que j'avais constamment des ballonnements douloureux, j'avais mal au ventre tout le temps. Donc je me renfermais sur moi-même. Enfin voilà, après ça a été un cercle vicieux, ça a été infernal, mais sur le moment en tout cas, manger me faisait du bien, donc c'était le seul truc que je trouve qui me réconfortait, et sur le moment que je faisais, quoi. Est-ce que dès le départ, tu as cherché à faire des séances de thérapie avec un psy, un psychiatre, ou ça a pris quand même un bout de temps pour commencer? Ouais, ça a été un cheminement. Ça a été un cheminement quand même. Après, il y a un truc quand même euh, que ma coach à l'époque qui m'a accompagnée m'a dit. Elle m'a dit: Pauline, tu comprends très vite et tu passes à l'action très vite. Elle m'a dit. Et c'est vrai que dans mon cheminement, j'ai l'impression que ça a été une éternité, parce que ça a quand même duré 4 ans, où tu vois, le cercle vicieux se réitérait tout le temps, donc ça a quand même été long. Mais à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y a une scène, je me rappelle, tu sais, donc j'ai travaillé à Leclerc et après au parc de trampoline, comme je t'ai dit. Et en fait, il y a une collègue, du parc où je travaillais. Elle m'avait dit: je suis en train de me faire coacher par rapport à ma relation amoureuse. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était le coaching. Et nous, je dis: ah bon, c'est intéressant et tout, qu'est-ce qu'elle fait avec toi, comment ça se passe et tout, c'est quoi le coaching? Et donc je commence à regarder sur Instagram et tout, sur les réseaux. Et en fait, le soir, je rentre chez moi et je commence à regarder sur Internet s'il y a des formations dans le coaching et tout. Enfin, ça me parlait vraiment, ça m'attirait énormément. Et après, quand j'ai fait les portes ouvertes pour rentrer dans l'école et me former dans le coaching, pour moi, c'était une révélation. C'était comme si une lumière s'éclairait. Et en fait, je pense que c'est mon parcours dans ma formation de coaching qui m'a aidé à en sortir aussi. Parce que quand tu te formes au coaching, c'est comme si tu rentres dans une école de psy, tu vois. Tu travailles pour les autres, mais tu travailles sur toi. Et j'avais tellement d'effets miroirs. À ce moment-là, j'étais encore dans les compulsions alimentaires quand je me suis formée au coaching. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais travailler dans les troubles alimentaires.
C'était une école de coaching. Ah, tu savais pas, Ah non, tu je savais faisais pas. juste ton école de coaching. Oui, mais- voilà, ok. voilà. Moi, à ce moment-là, ça a été une révélation pour moi. Je veux accompagner les gens, c'est ma mission de vie. J'ai toujours su que je voulais accompagner, mais tu vois, comme j'ai jamais eu j'ai arrêté l'école après le bac et du coup, j'ai pas continué, j'ai pas eu les études pour être psy ou quoi, donc je m'étais dit bon, laisse tomber. Mais quand j'ai découvert le coaching et que je pouvais me former en 1 an, je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable, je peux faire quelque chose de ma vie et je peux enfin reprendre ma vie en main, etc. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans les troubles alimentaires parce que j'avais plein de croyances limitantes. Je me demandais si ça allait fonctionner, je savais, tu vois, c'était quand même un peu flou. Et c'est à sur partir de moi. quel moment où tu t'es dit, ah ouais, en fait, coaching dans les TCA? Et ben, du coup, je me suis formée et après la formation, et ben, il a fallu se nicher quelque part parce que quand tu es coach, c'est bien, mais c'est important d'être coach de quelque chose. Si tu es coach de tout, bah, tu trouves pas de clients en fait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, par rapport à mon parcours, au début, j'hésitais, je me rappelle, entre coach dans la sexualité et dans les troubles alimentaires. Sauf que sexualité, j'avais peur parce que la sexothérapie, il faut reprendre des études. Puis c'était aussi, je m'étais renseignée, c'était en Belgique, je crois. Enfin, bref, fallait reprendre des études. Et je me sentais pas à ce moment-là hyper légitime. Donc je me suis dit, mais en fait, Pauline, mais les troubles alimentaires, peut être génial. Bah ouais. C'est ton parcours et en plus, ça va vraiment t'aider aussi à en sortir complètement. Et quand j'ai su que je voulais être coach, du coup, et me nicher dans les troubles alimentaires, aider des femmes à en sortir, j'étais encore dans les compulsions. Et qu'est-ce qui a fait que Mais justement beaucoup tu t'es moins. sentie légitime pour être coach en TCA si toi-même tu t'en étais pas guérie? Eh bien, parce que j'étais formée, parce que j'avais plein d'outils, parce que la formation a été hyper puissante. On a appris tellement de choses sur comment justement débloquer des croyances limitantes, travailler sur les émotions, Oui, se mais connecter toi, à ses ça émotions, t'avait tu pas vois. aidé, donc pourquoi tu t'es dit En bah, fait, ça va aider les autres? ça m'avait pas aidé parce que déjà, tu fais la formation de coaching pour aider les autres. Donc, moi, ça faisait effet écho, effet miroir avec mon histoire. Mais c'était pas tout le temps le cas. Mais par contre, après la formation de coaching, c'est vrai que j'avais déjà beaucoup de clés pour moi m'en sortir. Et après, je me suis dit, mais en fait, Pauline, là, tu es formée, mais pas dans les troubles alimentaires puisque tu n'en es pas encore sortie vraiment. Qu'est-ce qui te manque? Et c'est là que je me suis lancée, que j'ai fait une thérapie. Et c'est là que je me suis fait accompagner. Voilà. Et que ça a duré plusieurs mois. Et là, ça a été révélateur parce que je m'en suis vraiment libérée. Est-ce que tu en penses 3 qu'aujourd'hui mois. t'en es libérée en 100%? Je suis encore mangeuse émotionnelle. Tu vois, dès qu'il y a un truc qui va me stresser, m'angoisser ou quoi, je vais avoir tendance à prendre un petit peu par-ci par-là. Mais par contre, plus jamais en mode pilotage automatique. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avant, le mode pilotage automatique, c'était pour anesthésier quelque chose que je ressentais. Aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens. J'arrive à identifier ce qui va pas. Et donc ce qui t'a le plus aidé à en sortir, c'est le fait de te reconnecter à tes émotions, les reconnaître, mettre des mots dessus et te permettre de les vivre? Exactement. Tu sais, quand je suis arrivée dans ma formation de coaching, faut savoir que j'étais la plus jeune. C'était beaucoup de personnes, de parents en reconversion dans la quarantaine. Et j'étais la seule qui avait peu d'expérience et pas d'expérience là-dedans. Et du coup, c'était très difficile pour moi d'exprimer ce que je ressentais parce qu'on m'avait vraiment jamais appris. Et très souvent, quand je me rappelle quand la formatrice, elle me demandait comment j'allais, ou alors tu sais, on faisait des outils pratiques, et elle me demandait mais comment tu t'es sentie durant l'outil? Bah ça va. Non mais ça va. C'est Ça va. horrible, je suis comme toi. J'étais tétanisée, je te jure. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ouais. On ne m'a jamais appris. Ouais. On ne m'a jamais appris. C'était très très dur. Ça va. Non mais ça va comment? Non mais ça va. Oui, ça va. Et voilà, le sourire, ça par contre, je l'ai toujours eu. Donc ça passait. En général, après, elle comprenait et elle me laissait tranquille. Mais j'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, à les identifier, à comprendre où est-ce que ces émotions étaient placées aussi dans mon corps. Enfin, ça a été vraiment un encheminement et des outils que j'utilise toujours avec mes coachs aujourd'hui et que je fais parfois pour moi. Mais aujourd'hui, j'anesthésie plus mes émotions dans la nourriture parce que je me confronte à elles. Donc tu penses que c'est la clé qui t'a vraiment aidé à en sortir? La clé qui m'a vraiment aidée à en sortir, ça a été de travailler sur mon passé. Ça, c'est inévitable. Avant de parler des émotions ou quoi, ça a été mon passé. Ça a été mon passé. Déjà, quand j'avais 6 ans, mes parents se sont séparés et je l'ai très très mal vécu. Je m'arrachais les cheveux dans mon sommeil, par exemple. Donc voilà, ça a été très très compliqué. D'angoisse? Parce que j'acceptais pas la situation. Ouais. De plus voir mon papa tous les jours, je pense. Ok. Donc ça a été travail, voilà, ouais. Tu vois, rien que quand j'en parle, j'ai les émotions Ouais, ou c'est quoi, normal. parce que même si c'est des choses que j'ai travaillées en thérapie, c'est quand même des choses de mon passé qui
compliqué. Et du coup, je pense que oui, ça a été les blessures d'enfance. L'harcèlement scolaire, je pense que j'avais pas totalement aussi accepté les choses. Le fait qu'on me fasse vivre l'enfer. Ouais, on m'a fait vivre l'enfer. Et la thérapie t'a permis de revenir sur ça, d'en prendre conscience. Mais Et- ok, donc tu dis, ok, j'ai eu toute cette douleur, mais qu'est-ce que t'as fait avec cette douleur quand t'en as pris conscience et Ouais. que ça pouvait La, vraiment la être... thérapie m'a aidée à comprendre, à vraiment comprendre les liens de mon passé avec la nourriture. La thérapie m'a vraiment permis de déposer mon sac que je me traînais depuis toutes ces années, avec des outils, tu vois, comme l'écriture. Voilà, c'était, tu vois, dans un exercice que ma coach m'avait demandé de faire, c'était de parler par exemple de faire une lettre à mon père et de lui expliquer tout ce que je ressentais ou de parler à ma petite fille intérieure ou tu vois des exercices comme ça, des outils, mais au fur et à mesure c'est des outils qui m'ont tellement aidé à comprendre les choses, à débloquer des choses, à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur mes émotions, chose que je faisais jamais avant et de fil en aiguille ça m'a libérée et c'est comme ça ouais. Et j'ai vraiment l'impression que ta coach, elle avait quand même une approche très psy. Et du coup, c'est quoi la différence entre un Oui, coach et une psy? oui, parce que quand tu te niches dans les troubles alimentaires, en fait, t'as pas le choix d'aller regarder dans ton passé. Et lors de la formation de coach, forcément, tu apprends à être à l'écoute, hein, à être en pâte, et tu apprends à travailler aussi sur le passé. Alors, on n'a pas les mêmes outils que les psys, parce que voilà, encore une fois, chacun a son rôle et l'idée n'est pas d'empiéter sur les autres professionnels. Mais c'est vrai que quand tu es dans les troubles alimentaires, bah, tu es obligé d'aller voir un petit peu le passé, etc. Après, l'idée dans le coaching, on en parlait tout à l'heure, c'est justement de poser des actions et de se dire, ok, maintenant là ça va pas, là on l'a compris, on va le travailler, soit à travers un outil de l'enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, écrire une lettre, poser ses mots, ses émotions, se reconnecter à ses émotions, etc. Et après maintenant on va poser des actions, parce que l'idée c'est aussi d'avancer. Maintenant que tu as compris ça, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine Est-ce que ça pourrait voilà. s'apparenter à la thérapie cognitivo-comportementale qui s'intéresse aussi énormément au comportement et qui va dire ok, il s'est passé ça, 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 mais maintenant ce que tu pourrais faire c'est... Oui, je pense que ça a un lien. Je pense que ça a un lien. De toute façon, dans le coaching, il y a plein d'outils que l'on utilise, comme la PNL aussi, programmation neurolinguistique. Tu pourrais expliquer un peu plus ce que c'est? Là, alors, là, comme ça, la définition exacte, en fait, c'est pour reprogrammer son cerveau. On l'utilise. Ça a l'air incroyable, on dirait un truc de la matrice. Ouais, c'est ça. Alors, reprogrammer ton cerveau, le mot peut être un peu fort et ça peut faire un peu peur. Et pour autant, c'est ça. Parce que tu vois, je fais beaucoup, ça m'arrive de faire cet outil-là en séance de coaching de PNL, c'est de transformer un souvenir. Tu transformes un souvenir de ton passé, un traumatisme, et tu le transformes en quelque chose de plus doux pour que ton cerveau... Tu te convaincs que c'est une autre histoire? Exactement. Tu te mens à toi-même? Exactement. Non mais c'est ça. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui subissent des viols, des agressions ou quoi. On revit le moment à l'intérieurement et moi, je vais les accompagner à ce qu'elles revivent la chose, mais moins dur, plus facile pour leur cerveau. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le comme si et le réel. Donc si tu fais croire à ton cerveau que la scène s'est passée différemment, après il va s'adapter à cette image-là et ça va être plus facile pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, c'est un outil parmi tant d'autres, mais... Et il y a des personnes qui, très rationnelles, très cartésiennes, te diraient mais je sais que c'est faux et j'ai pas envie de me mentir à moi-même et de me persuader de quelque chose qui s'est pas passé. Tu leur dirais quoi? Oui, après il y a aussi beaucoup de personnes terre à terre, c'est sûr, mais j'attire pas forcément des personnes comme ça. J'accompagne des personnes terre à terre, mais pas tant que ça parce que comme moi je suis hypnothérapeute et dans l'hypnose, c'est déjà quelque chose au niveau de l'inconscient. Voilà, faut se faire confiance au niveau de ses émotions, etc. Et j'ai l'impression que les personnes qui s'intéressent à l'hypnose sont des personnes peut-être moins terre à terre. Je sais pas si je me... Et donc est-ce que ça voudrait dire que les personnes plus terre à terre et rationnelles auraient plus de mal à guérir d'un TCA ou même d'un autre trouble, mais en l'occurrence des TCA? Intéressant. Je pense pas. J'étais très terre à terre avant de me lancer dans le coaching et j'ai réussi, je pense, à m'en sortir sans forcément m'ouvrir à tout ce qui est spiritualité. Mais c'est vrai que ça m'a vachement aidé quand même, hein, à m'ouvrir à tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est
à l'intérieur de nous. Ça te parle ou pas Ouais, ce que je totalement. raconte? Et justement, j'allais te poser une question parce que avec tous les gens de mon entourage avec qui j'en parle, j'ai vraiment l'impression que ce qui comble réellement une personne et sur la longue durée, c'est vraiment cet aspect de spiritualité. C'est vrai, ça m'a vraiment aidé. Maintenant que tu m'en parles, j'en prends davantage conscience, mais c'est aussi pour ça que mon accompagnement me ressemble. J'ai créé l'accompagnement en fonction de moi, et maintenant que tu me le dis, euh, c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer. En fait, là, c'est super dur pour moi parce que tout s'entremêle, mais de m'ouvrir à ouais, la spiritualité, aux énergies, les énergies qui pouvaient m'entourer, me protéger de mes énergies. Ça m'a aidé, ça m'a aidé. Parce que tu t'apportais justement une protection, une bienveillance que tu recherchais peut-être avec ton père ou même en général. Non, exactement. En fait, c'est ça. Je pense que dans la spiritualité, il y a ce sentiment de paix, de plénitude. Et ça, quand j'ai commencé vraiment à le vivre à l'intérieur de moi, arrêter de me battre contre mon passé, arrêter de faire différemment, arrêter de changer les gens. C'est plus facile de changer soi-même que de changer les autres. Et quand j'ai commencé à être en paix vraiment à l'intérieur de moi, c'est là que véritablement tout a changé. Voilà, je me suis dit, maintenant, ton énergie, Pauline, il est sacré et tu vas l'utiliser pour des choses qui ont sens pour toi, qui vont t'apporter ce que tu veux, et non pas pour essayer de changer le passé, pour remuer le passé. C'est bon, à un moment donné, le passé, on ne peut pas le changer. Tu as essayé d'avoir 10 000 discussions avec ton père, ça n'a rien changé. Maintenant, c'est ok, l'histoire est telle qu'elle est. Comment tu peux avancer sereinement avec ça? Et ça s'est fait naturellement, mais et oui, la paix, je pense que c'est tellement important de la ressentir à l'intérieur de soi quand on veut sortir des troubles alimentaires. Est-ce que tu penses que t'es parvenu à atteindre une certaine paix avec cette histoire avec ton père ou pas? Parce que je sens qu'il y a encore beaucoup d'émotions, Oui, mais est-ce que c'est énorme. parce que c'est une plaie qui n'est pas encore refermée? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas répondu à tes attentes quand t'as essayé de lui parler? Ouais. En fait, je pense que je l'aurai toujours parce que cette petite fille, elle a manqué de la présence de son papa, donc c'est sûr que c'est pas évident. Elle a dû s'adapter au divorce, elle a dû s'adapter, voilà, à ce qu'on lui donnait. Donc, je te laisse reposer la question. C'était C'est plus, ok. est-ce que t'es en paix avec cette histoire? Oui, oui, en fait aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que tu vois, mes grands-parents du côté de mon père, j'avais, tu vois, quand on est jeune, souvent nos parents ils nous disent: «Ouais, va voir tes grands-parents, appelle tes grands-parents». Tu vois, on nous dit ça en général. Mhm. Et en fait, à chaque fois, j'y allais à reculons. Et je comprenais pas pourquoi j'y allais à reculons. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à passer un bon moment avec eux. C'est pas que je les aimais pas, c'est que j'arrivais pas à ressentir ce truc. Et en fait, en grandissant, j'ai compris que j'en voulais à mon père parce qu'il a été éduqué par ses parents. Et du coup, c'est génétique, c'est transgénérationnel. Et si mon père, il est comme ça avec moi, s'il est aussi distant et qu'il pense qu'à son travail, c'est parce que les parents étaient comme ça aussi. Et ça, c'est en thérapie que je l'ai compris. Et tu vois, c'est des liens que je mettais. Et quand j'ai compris ça, maintenant, je vais voir mes grands-parents, je passe des super moments, je peux rester 3 heures avec eux et c'est génial. Parce que je me dis: «Oh, c'est ok, maintenant je suis en paix avec cette histoire, j'ai compris. J'ai compris le cheminement. Ouais. Est-ce que t'as eu du coup une conversation face à face avec ton père ou c'était par des lettres? Comment ça s'est passé, la confrontation entre guillemets? Oui, après, j'ai essayé de lui dire plein de fois ce que je ressentais, mais c'est vrai que exprimer aussi ce qu'on ressent, c'est pas facile de son côté, puisqu'on lui a jamais appris non plus. Et c'est vrai que la vie fait que aujourd'hui, je me suis dit: ok, Pauline, accepte la situation, parce que sinon tu ne vas jamais avancer, tu vas faire que ressasser, ça sera mauvais pour toi. Accepter ne veut pas dire pardonner, il y a des choses voilà, euh, que j'ai peut-être pas pardonné ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, je me dis: Pauline, il faut que tu travailles sur toi, c'est plus facile de te changer toi que d'essayer de changer ta famille, ton père, les histoires de famille, les machins, les trucs. Mais ça, je te dis ça, mais j'ai mis plus de 7 ans, hein. J'imagine. J'ai mis 7 ans parce que c'est J'imagine. super dur, c'est super dur. Moi, mon rêve, c'était que mes parents se remettent ensemble. J'espère que ma belle-mère regardera jamais la vidéo. Je la bloquerai quelque part pour pas qu'elle voit. C'est ça. Mais moi, mon rêve, clairement, c'était Ouais. ça. Mais oui, j'avais 6 ans quand ils se sont séparés, j'étais très très proche de mon père, on était comme ça. Et,
Finalement, c'était compliqué de grandir sans lui et même si je le voyais un petit peu une fois tous les 15 jours, bah, il était beaucoup au travail et lui, je veux pas lui jeter la pierre parce qu'il a fait de son mieux et il a une éducation aussi qui a fait que à la dure, on montre pas ses émotions, on montre pas ce qu'on ressent, on travaille, faut travailler dur pour réussir, faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut et moi aujourd'hui, j'ai encore des fois ce truc-là de me dire, attends mais Pauline, si je m'arrache pas au travail, je vais pas réussir, tout va tomber à l'eau. Alors que bon, maintenant je travaille heureusement sur ça parce qu'à un moment donné mon cerveau il m'a complètement coupé et puis si tu commences à avoir ce mindset là c'est quand même hyper anxiogène mais voilà il a fait avec ses bagages, moi je fais avec mes bagages et j'ai envie de couper ce truc transgénérationnel et je l'ai fait. Et quel type de lien tu as avec ton père aujourd'hui? Aujourd'hui ça va parce que j'ai accepté alors qu'avant dès que je l'appelais ah, mais tu sais, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé, des petites reproches, tu sais, à chaque fois. Des petits pics. Voilà. Passif-agressif. Ouais, c'est ça, pour essayer de lui faire comprendre les choses. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai essayé plein de fois. Et tu penses qu'aujourd'hui, ton père a jamais compris l'impact réel qu'il a eu sur toi ou je pense qu'aujourd'hui, il en a un peu plus conscience. Mais c'est pas pour autant que les choses changent. Et c'est encore une fois, c'est OK. Donc en fait, t'as vraiment été dans une mentalité de ça m'appartient plus? Presque. Ouais, presque ça. Oui. Bah, j'imagine que le presque, il vient de... Bah, je pourrais dire que ça m'appartient plus, mais ça fait quand même partie de mon passé et il y a eu un gros poids, donc j'imagine que c'est pour ça le presque. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Parce que, étant donné que j'ai travaillé sur mes blessures d'enfance, sur mon sentiment d'abandon, c'est mieux, mais forcément, les émotions sont encore là, mais à la différence d'avant, c'est qu'avant, je ne voulais pas les ressentir, donc j'allais les anesthésier dans la nourriture. Aujourd'hui, quand je les ressens, ça passe, et ok, ça peut m'arriver de pleurer, et alors en fait enfin, je suis humaine avant d'être coach, moi aussi j'ai le droit d'avoir un passé douloureux et de pleurer quand ça va pas, et bah, c'est pas grave. Accueille en fait ce qui se passe. Et comment tu arrives justement à accepter tes émotions et à accepter et à te laisser les ressentir? C'est tellement dur aujourd'hui. J'ai l'impression que, certes, on est dans une génération où on parle vraiment de prendre soin de soi avec la thérapie, etc. et être beaucoup plus conscient de tout. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même, en général, très anesthésié. Que ce soit par les crises hyperphagie avec la nourriture, que ce soit avec les séries, les films, drogues, autres. Comment est-ce que... en fait, c'est beau de dire, il faut que tu acceptes, il faut que tu mettes des mots sur tes émotions, mais comment vraiment accepter et reconnaître ses émotions? Mais c'est super dur. Mais c'est super dur parce que dis-toi qu'avant d'être dans l'entrepreneuriat et de créer l'accompagnement by TCA, j'ai été 7 ans dans le salariat. Mais on te fait pas apprendre tes émotions, au contraire. Au contraire, hein, moi je me rappelle, je m'étais fait une entorse dans le parc de trampoline et sport en jouant avec un enfant, bref, c'était mon job. Et l'entorse est arrivée, le patron m'avait dit le lendemain, tu viens avec tes béquilles et tu vas faire de la caisse. Toute la journée, au moins, tu vas pas bouger dans le parc, mais tu viens... Mais il fallait que je prenne ma voiture. À ce moment-là, si je ressentais de la douleur ou quoi, c'était mort. Hein. C'était tu vas travailler et tu bougeras pas, tu resteras derrière la caisse, mais tu viendras. Mais il fallait bien que je prenne ma voiture et que je force sur ma cheville, que j'avais mal ou quoi. Des exemples comme ça. La société ne nous aide pas à ressentir nos émotions. Comment tu fais? Pas du tout. Et donc là, aujourd'hui, comment je fais? Je pense que le fait déjà d'être à mon compte et de gérer ma vie comme je l'entends, m'aide énormément. C'est con à dire, mais c'est vrai, hein, je serais dans le salariat, si j'ai mal au ventre ou si j'ai mal à la tête, mais que je dois travailler à 8 heures, en fait, t'as pas le choix, t'y vas. Hein. Donc je pense que le fait d'avoir repris ma vie en main, et encore même pas ça, le fait d'être ma propre chef, du coup j'arrive beaucoup plus à m'écouter, et quand ça va pas, j'arrive à me dire stop, j'arrive à m'arrêter. Tu vois, j'ai des coachés qui me disent bah oui, mais tu me dis de manger quand j'ai faim, mais tu vois, au travail, il y a des horaires ou quoi. Encore une fois, quand tu es dans le salariat, oui. Quand tu dois manger quand c'est l'heure, et du coup, c'est moins facile de s'écouter parce que c'est les règles, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, moi, c'est plus facile aussi parce que je mange quand j'ai faim. Et du coup, tu leur conseilles quoi quand ils te disent ça? Quand je leur dis ça, je leur dis ok, donc je pose des questions, hein, évidemment, s'il y a des compulsions, c'est forcément soit qu'il y a eu de la restriction, soit qu'elles n'ont pas mangé le matin même pour compenser ce qu'elles ont crisé la veille ou quoi. Donc voilà, je leur dis mais tu as mangé quoi ce matin? On va revenir un peu en arrière, tu vois.
Et là, en général, elles me disent, ah bah non, c'est vrai que ce matin, j'ai pas mangé et que j'avais extrêmement faim. Parce qu'il y a de la faim émotionnelle, mais il y a aussi de la faim physique. Il y a aussi de la faim physique. Des fois, tu as faim, mais comme tu supportes tellement pas avoir faim, tu vas pousser, 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 et finalement, ça va partir en crise d'hyperphagie parce qu'en fait, tu t'es affamé, et la faim émotionnelle et la faim physique ont fait un mélange. Comment tu fais la distinction entre les deux? Alors, la faim émotionnelle, c'est, tu sais, la faim des yeux. Enfin, en fait, il y a plusieurs types de faim. Et la faim émotionnelle, c'est pas la faim des yeux. En fait, tu as la faim des yeux, la faim du nez au niveau de l'odorat. Quand quelque chose, quand un gâteau sent bon, par exemple, quand tu passes devant une boulangerie et que tu as juste envie de la pâtisserie parce que ça sent bon. À la faim des yeux, quand quelque chose est, quand un gâteau est beau et que tu vas le manger juste parce qu'il est beau mais que t'as pas faim. Tu vois, la faim du cœur. La faim du cœur, là, c'est au niveau des émotions. Dès que ça va pas ou quoi, là, tu vas manger pour t'apaiser. Tu as plusieurs types de faim. Et ta question, c'était, rappelle-moi. Comment tu fais la distinction entre les Comment différents je fais types de faim? Eh ben, du coup, c'est de se poser la question. C'est de se poser la question. Et donc là, c'est être connecté avec tes émotions. C'est ça, c'est ça. C'est quel type de faim? Est-ce que je mange ce gâteau parce qu'il me donne envie, parce que je le trouve beau, parce que ça sent bon, parce qu'il sent bon, parce que je me sens triste Voilà, c'est de se poser vraiment la question et de se poser la question qu'est-ce que je ressens dans mon corps Ton corps, il t'envoie les signaux. Mes coachs, en général, quand elles arrivent dans l'accompagnement, elles me disent je ressens pas mes sensations de faim, de satiété. Et je t'assure qu'on est fait pour tous les reconnaître. Mais c'est juste qu'en fait, le corps, il a tellement été déréglé depuis tellement d'années avec la restriction, les compulsions, etc., que tu n'arrives plus à te connecter à ton corps, tu es complètement dissocié. Et comment tu fais justement pour réacquérir ces sensations de faim? Eh ben là, on se reconnecte à son corps, c'est-à-dire qu'on va faire un outil ensemble. Donc là, je leur fais fermer les yeux, se reconnecter à l'intérieur d'elles, à leurs émotions, donc à travers un outil thérapeutique. Je ne sais pas s'il y a besoin de le détailler là ou pas, mais voilà, je leur demande de se connecter à leurs émotions, ou est-ce qu'elles le ressentent dans le corps, mettre une forme sur leurs émotions, tu vois, le message que l'émotion veut faire passer, et si l'émotion que tu ressens, elle avait un cadeau pour toi, ce serait quoi? Voilà, je les force en fait à se reconnecter à l'intérieur d'elles parce qu'elles sont tout le temps dans le mental, tout le temps dans le « il faut que je fasse, il faut que je fasse ». Pour toi, ce serait quoi la chose la plus dure à vivre quand tu vis avec des TCA? La chose la plus dure à vivre, le fait d'être seule, de ne pas se sentir comprise, le fait d'être seule. Oui, et le fait de se renfermer sur soi aussi parce que quand tu es dans les phases de compulsion ou quoi, tu as tendance justement à te renfermer sur toi parce que tu te sens tellement mal dans ton corps que moi, ça m'arrivait, combien de fois ça m'arrivait de mentir à mes amis, de leur dire que j'avais quelque chose de prévu alors qu'en fait, j'avais rien de prévu, mais c'est juste que j'avais crisé toute la journée. Donc en fait, j'étais pas bien du tout. Donc il y a les mensonges aussi, c'est super dur. Le fait aussi de savoir que tu fais quelque chose de pas bien, mais de le faire quand même. Du coup, il y a tout le temps une forme d'auto-sabotage qui s'installe, de se dire, mais en fait, je suis trop nulle, j'y arrive pas, et non. Donc ça, c'est super dur aussi. Ouais. Comment tu fais pour en parler justement à tes amis les plus proches ou même à ton entourage le plus proche? Dans quelle situation de souffrance t'es et que justement tu as besoin d'aide? Au lieu de dire mon Dieu, je sens que toute la journée je vais criser et là je vais annuler le rendez-vous, comment est-ce que tu pourrais appeler de l'aide? Expliquer ta situation à une personne qui n'a jamais vécu des TCA. Donc, comment je peux expliquer ma situation à travers quelqu'un qui ne l'a jamais vécu? Ouais, par exemple, si je reprends ton exemple, là t'étais chez toi, t'avais crisé toute la journée, du coup tu devais annuler tes rendez-vous, ce que t'avais prévu. Ah, mais je dis que j'ai quelque chose de prévu. Ouais, du coup, comment tu pourrais appeler à l'aide? Comment est-ce que tu pourrais expliquer à ton entourage? Parce que j'imagine que tu l'as pas fait qu'une seule fois. En fait, à ce moment-là, tu penses pas à appeler à l'aide parce que t'es pas prête. Moi, à ce moment-là, j'étais pas prête. Il y a vraiment des phases, tu sais, c'est comme la courbe du changement où tu es dans la phase de déni, après tu as plusieurs phases avant de te reconstruire. Et moi, j'étais dans une phase où j'étais bien là. J'avais pas envie de te changer à ce moment-là. Là, les moments où je te parle, où j'annulais les soirées et je mentais ou quoi, bah non, laissez-moi dans ma souffrance en fait. Laissez-moi dans mon truc. J'avais pas envie. Et même quand j'essayais d'en parler autour de moi, bon, bah là, forcément, je voyais que c'était pas forcément les bonnes personnes. Mais tu te sentais pas mal d'annuler? Ah si, bah si. Ouais. Si, mais je voyais pas à ce moment-là comment faire différemment, je pense.
Je voyais pas. Mais j'imagine que t'allais quand même très mal parce que tu faisais quand même des crises d'hyperphagie, donc après il y avait toute la culpabilité qui venait. Donc tu préférais ce mal-là que le mal de te forcer à sortir et être avec tes potes ou que d'annuler, enfin... Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je savais que dans tous les cas, en sortant, déjà, combien de fois ça m'est arrivé, tu sais, d'essayer des robes ou des vêtements, mais de me sentir tellement horrible dans les vêtements, en fait, de me mettre à pleurer devant mon miroir, devant mon armoire, et de me dire, mais non, mais je veux pas sortir comme ça, la Pauline, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'arrivais plus à m'habiller, mon ventre me faisait mal tout le temps, mais je mangeais tout le temps. Tout le temps, dès que je pouvais, j'avais toujours un truc dans les mains, un bonbon, un gâteau, et je passais du sucré au salé. Je prenais les gâteaux au boulot, je les ramenais chez moi, je me faisais même plus de vrais repas. C'était des brownies, tu sais, les gâteaux qu'on fait pour les enfants, là, c'était tout le temps, c'était mes repas. C'était mes repas. Et qu'est-ce que tu dirais à cette Pauline aujourd'hui qui se regarde dans le miroir et qui n'arrive pas à accepter que ses vêtements lui vont pas ou qu'elle se sente mal dans son corps? Ah bah si je pouvais lui faire passer un message, c'est sûr, je lui dirais, c'est un passage de ta vie qui va transformer ta vie. Tu t'en as pas conscience là, mais tu vas voir qu'après le reste est incroyable. Donc meuf, reste en vie, tu vas y arriver. Voilà ce que je lui dirais. Je sais que quand t'es vraiment dans les crises de boulimie, notamment parce que tu vas beaucoup vomir ou même quand t'es anorexique avec des purgations, tu vomis beaucoup et je sais que ton corps il devient de plus en plus fragile avec ton système immunitaire et en fait tu commences à avoir les cheveux, enfin tu commences à perdre tes cheveux vraiment en grande quantité, tu commences à avoir tous tes ongles qui cassent tout le temps C'est et vrai. surtout quand tu fais beaucoup de crises et que tu vomis après, t'as les joues qui gonflent notamment au niveau des glandes salivaires. Comment c'est une souffrance mais incommensurable et comment accepter ça? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui passe par ça? Parce qu'en fait je pense que tu es dans un désespoir, mais qui est gigantesque, quoi. Ouais, complètement. Euh, Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des phases. En fait, il y a vraiment des phases. Il faut vraiment que la personne, elle se sente prête aussi à se dire, OK, cette fois-ci, je veux m'en sortir. Par exemple, j'ai des coachés. Avant de faire l'accompagnement, il y a un appel, un premier échange avec la personne ou quoi pour voir si la méthode que moi je propose va lui correspondre. Et des fois, ces personnes-là, elles ne sont pas prêtes et elles reviennent 6 mois après, 1 an après. Et elles me disent, Pauline, on peut refaire un appel ensemble, je crois que c'est le bon moment. Et là, du coup, je les questionne, je leur dis, mais alors, qu'est-ce qui te fait croire que c'est le bon moment? Et elles me disent, non, mais c'est bon. En fait, je crois que là, j'ai compris plein de trucs et il me manque juste les clés, mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer déjà. Tu sais que c'est bon dans le coaching parce qu'elles avancent, elles savent déjà, elles se projettent. Elles ont juste besoin du coup de pouce, de l'épaule droite, là, sur qui elles peuvent se reposer quand il y aura besoin. Mais tu sens que déjà, il y a un élan. 6 mois en arrière, c'était pas ça, hein. Elles étaient voilà, dans la souffrance, dans une sorte de déni, pas prêtes à accepter de voir ce qui n'allait pas, enlever le voile en fait qu'elles se mettaient. Mais je pense que je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais pour moi c'est toutes ces Mais questions de timing, imaginons de une temps. personne qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment guérir des TCA, qui en a pleinement conscience et qui est vraiment depuis, je sais pas, des années dans un processus de thérapie et qui cherche désespérément à s'en sortir et qui sent qu'elle ne guérit pas et qui vit justement aussi ces phénomènes physiques d'un système immunitaire, j'imagine, qui est plus fragile puisqu'il y a beaucoup de vomissements ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui dit bah en fait je pense que je vais vivre avec mes TCA toute ma vie, en fait ça me hante. Ouais, et ça, c'est marrant que tu me le dises parce que quasiment toutes les personnes, du coup, du premier échange avec elles me disent, mais tu es sûre, Pauline, en 3 mois là, que tu vas me faire sortir des troubles alimentaires en sachant que moi, ça fait plus de 20 ans que j'en souffre. Et dans ces moments-là, je leur dis, elles me disent en général, j'ai tout essayé. Ça, c'est un peu ce que tu me dis, je suis désespérée, je vais pas y arriver. Je leur dis non, c'est faux, t'as pas tout essayé. Si t'as tout essayé, tu serais pas là déjà en face de moi. Déjà, ça c'est clair, donc il y a certainement des choses à aller travailler. Et est-ce que tu es sûre que tu as été à la source de ton trouble alimentaire? Parce que ça c'est important aussi. En général, les filles qui me contactent, elles me disent bah, j'ai été voir une nutritionniste, j'ai été voir une diététicienne, j'ai essayé de mieux manger, j'ai fait des régimes, j'ai été voilà, voir différents professionnels, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT, etc. Mais parfois, elles n'ont pas été aussi à la source des troubles alimentaires. Tu sais, la racine, moi j'aime bien donner l'image là d'un iceberg, et très souvent tu vas travailler sur ce qu'il y a au-dessus de l'iceberg, donc ce que tu vois,
Mais ce qu'il y a en dessous, tu n'y vas pas forcément. Et ce qu'il y a en dessous, c'est quoi? Ça peut être la peur profonde de prendre du poids, comme on l'a dit tout à l'heure, les blessures émotionnelles, peut-être des traumatismes selon chaque histoire de vie, des croyances limitantes, un manque de confiance en soi. Mais une personne qui a déjà fait tout ce travail et qui en est consciente. Pour moi, tu peux pas faire tout ce travail à 100% si tu redemandes encore de l'aide. Si t'es dans le cercle vicieux, c'est forcément qu'il y a quelque chose que t'as pas encore travaillé. Ok. Et toi, du coup, t'es de la team de tu peux guérir complètement de troubles alimentaires dans ta vie? Moi, je suis de la team que tu peux vraiment t'en sortir. Regarde la preuve. Quand tu comprends que le mécanisme des troubles alimentaires et le cheminement, et quand tu guéris ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de toi, tu vois. Tu me dis, est-ce que toi tu penses qu'on peut vraiment guérir des troubles alimentaires? Tu sais que moi, depuis que je suis sortie des troubles alimentaires, des paquets de chips, j'en ai dégommé, hein. Et peut-être aussi du chocolat ou quoi, et plus que ce que j'avais besoin. Et ça ne veut pas dire que je suis retournée dans les troubles alimentaires. Et ça, c'est important, c'est parce que les femmes que j'accompagne, je me rends compte qu'elles, direct, dès qu'elles mangent un peu plus ou quoi, elles se disent mon Dieu, je repars en crise. Mais non, tu ne pars pas en crise. Là, tu es en train de faire une projection de ton cerveau, tu es déjà en train d'analyser ce qui va se passer après, etc. Alors que peut-être que là, tu es juste en train de manger émotionnellement et c'est OK. C'est OK. Et je sais que moi, c'est comme ça que je me raisonne. Quand je mange un peu trop ou quand je suis fatiguée ou quoi, et je vois que c'est émotionnel, je me dis pas attends, je suis en train de repartir dans les troubles alimentaires. Ah non, c'est d'accepter. C'est d'accepter de s'autoriser et de se dire que c'est normal de le manger émotionnellement. Tout le monde mange émotionnellement. Tu vas à un anniversaire, t'as pas faim et on te propose un gâteau, tu vas le prendre parce que t'es heureuse. Donc c'est une émotion, t'es joyeuse. À l'inverse, si tu te sens un peu plus triste, tu vas manger aussi, plus anxieuse ou quoi, mais c'est de se dire que c'est OK. Si tu manges un peu trop un soir, ça ne veut pas dire que tu retournes dans les troubles alimentaires. Par contre, si c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient tout le temps, et là on repart dans une forme de culpabilité, restriction, dégoût de soi-même, et je remange, et je suis nan, là on retourne dans un mécanisme. Mais avant d'arriver à ce mécanisme-là, tu peux dire stop. Au moment où tu commences à manger, OK, c'est OK, là je mange un peu trop, mais tout va bien se passer, ça ne va pas définir la journée de demain, manger ne me définit pas. Et ça va pas changer mon corps du tout au tout, voilà, parce que le cerveau il est très fort, hein, ouais, je pense que pour aller dans le tout ou rien, important. c'est ça. Et oui, voilà, et le cerveau il est très fort pour aller dans le tout ou rien aussi, hein. Direct, c'est soit je reprends le sport tous les jours alors que j'en ai pas fait depuis 3 ans, ou soit j'en fais plus du tout. Mais l'entre-deux il connaît pas, donc c'est important aussi d'aller, ça sert à ça aussi le coaching, d'aller justement remettre un peu d'équilibre dans sa vie. Comment est-ce que l'entourage peut aider la personne qui souffre de TCA concrètement si ils sentent justement ce sentiment d'impuissance en fait? Ouais, comment l'entourage c'est d'être à l'écoute. Pour moi, être à l'écoute, c'est le plus important. Et d'ailleurs, tu me dis ça, mais c'est trop intéressant parce qu'il y a quelques semaines, c'est assez rare, mais c'est arrivé 2-3 fois, un garçon m'envoie un message vocal sur Instagram et me dit, un jeune, et me dit Hello Pauline, je t'envoie un message parce que là je suis avec une fille, peut-être que tu l'as vu, je suis avec une fille depuis quelques temps et en fait j'ai remarqué qu'elle se faisait vomir et du coup je sais pas quoi faire. Et en message vocal comme ça, simple et tout, et du coup je me dis trop bien parce que déjà il demande de l'aide. C'est adorable. Vraiment. Mais c'est super attentionné quoi. Vraiment, on est d'accord. Mais oui. Je sais pas quoi faire, j'ai peur d'être maladroit. Qu'est-ce que je peux faire? Wow. Et là je me dis ok, trop bien, donc réponds-lui. Et je l'avais partagé en story pour justement aider les autres personnes. Et du coup, je lui avais dit, écoute, tu n'es pas professionnel. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est déjà d'être à l'écoute et de ne pas être dans le jugement. Parce que si tu commences à lui donner des conseils ou être dans le jugement, elle va se braquer et ça va être encore pire, malheureusement. Peut-être qu'elle n'est pas prête à ce moment-là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, à recevoir un conseil ou à recevoir ou quoi. Peut-être qu'elle ne se sent même pas prête de t'en parler. Et c'est ok, ça viendra. Ça viendra. Sois patient, à l'écoute et tu peux lui faire comprendre que tu es une oreille attentive, qui sera sans jugement. Mais je sais que c'est pas facile parce que quand tu aimes la personne, tu as envie de lui dire mais attends, tu te rends compte, tu es en train de bouffer ta santé. En fait, tu veux l'aider concrètement et en fait, tu as l'impression que juste être à l'écoute, c'est pas du tout assez. C'est ça, en fait. alors que c'est mon métier et c'est ça qui marche. Je fais 95% on est à l'écoute dans le coaching. Donc, et ça marche parce que les personnes ont leurs propres ressources en elles. S'il y avait une solution pour sortir des troubles alimentaires, et je le dis tout le temps, je n'aurais pas créé un accompagnement de 3 mois.
On a nos ressources en nous, mais c'est juste que la thérapie aide justement à retrouver ses ressources et à retrouver cette lumière qu'on a perdue, à retrouver le bon chemin. Moi, j'aime bien dire que le coaching, c'est comme un GPS. On est là pour aider à retrouver son chemin. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de guérir? Parce que en général, quand tu vis avec tes TCA, même que ce soit plusieurs années ou pas, hein, mais ça devient vraiment une habitude et pour beaucoup aussi une part de leur identité. Et en fait, ils se disent, bah, en fait, si j'ai plus les TCA, j'ai plus rien et je sais plus qui je suis. Même les TCA, ça prend énormément de temps avec les crises d'hyperphagie, de boulimie, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, même la personne peut se dire, mais comment je vais combler ce temps-là? Parce qu'en fait, c'est tellement dans ma routine maintenant que je sais pas quoi faire. En fait, il y aura juste un vide. Ça, c'est vrai. Et tu sais que même moi, quand j'en souffrais aussi, je me disais, mais qui je suis derrière ça? Et le jour où je vais plus faire de crise, je vais faire quoi à la place? C'est un peu comme les fumeurs. Le jour où j'arrête la cigarette, qu'est-ce que je vais faire à Bah la ouais, place? Il faut bien que j'occupe mes mains. ouais. Et du coup, à ces personnes-là, je leur dirais, tu sais, c'est mieux d'aller vers l'inconnu, même si ça fait peur, et plutôt que de rester dans sa zone de confort, qui n'est en plus pas très confortable, hein, on est bien d'accord, et d'écouter cette petite voix de la peur, en fait, qui te dit, bah non, non, reste dans ta zone de confort, c'est mieux, ça fait peur de sortir de l'inconnu, ça fait peur d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, puisqu'en plus tu sais pas, attends, prends pas trop de risques quand même. Donc du coup, tu as tendance à écouter cette petite voix, mais c'est cette petite voix-là qui alimente tes troubles alimentaires aussi. Parce que cette petite voix de la peur, bah, elle est constamment dans l'autosabotage, la rumination, etc. Et du coup, bah, je leur dirais juste de sortir de sa zone de confort. En fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comment je m'en suis sortie? Peut-être que c'est une des prochaines questions, j'en sais rien, mais ça a été de sortir de ma zone de confort, ça a été de reprendre ma vie en main, ça a été de redevenir actrice de ma propre vie, en fait. De prendre des risques, en fait, c'est ça aussi la vie. Ouais. Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui souffre actuellement de troubles du comportement alimentaire, tu lui dirais quoi? Euh, je lui dirais d'aller se reconnecter à l'intérieur de soi, de prendre soin de son intérieur plutôt que de son extérieur dans un premier temps. D'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur plutôt que d'essayer de faire mille et un trucs à l'extérieur. De focaliser son énergie dans son intérieur plutôt que son extérieur. Je me suis bien fait comprendre. Oui. Ah oui, je me répète, tu sais. Mais ouais. Et regarde, tout à l'heure, on parlait de sortie de zone de confort, mais là, regarde, même ça, c'est le genre de format que j'ai pas l'habitude de faire et pour moi, c'est hyper challengeant. Et je sais que je vais ressortir de l'interview, je vais être contente, ma confiance en moi, elle va augmenter. Je vais me dire, mais attends, Pauline, t'as été capable, c'est trop bien. Et c'est toujours ces petites choses-là que je mets en place dans ma vie qui me boostent et qui me disent, ok, meuf, t'en es capable. C'est trop bien. Et avec les liens avec les troubles alimentaires, c'est que bah, plus tu as confiance en toi, plus les troubles alimentaires disparaissent parce que tu t'éloignes petit à petit de toutes tes croyances limitantes. Quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué de l'un de tes coachés? D'ailleurs, est-ce qu'il y a plus de femmes, j'imagine, mais est-ce que t'as déjà eu des hommes aussi en coaching? J'ai des hommes qui me contactent sur Insta, mais je leur dis que je ne les prends pas. Ça, c'est un choix personnel de ma part. Voilà. Il n'y a pas de raison spécifique. Bah, si, il y a des raisons spécifiques en fait. Parce que l'accompagnement, il est basé sur les hormones aussi, sur la féminité. Euh, voilà, donc c'est plus un accompagnement pour les femmes. Il est basé sur les cycles, etc. Donc c'est plus un accompagnement pour les femmes. Et je sais que j'avais vu quelque part qu'il y avait plus de 75% de femmes qui souffraient de troubles alimentaires. Donc majoritairement, c'est les femmes qui en souffrent. Après, il y a sûrement des hommes aussi, peut-être qu'ils ne le disent pas. Peut-être qu'il y a la société qui fait que oh non, les hommes, ils n'ont pas de problème, ils sont forts, donc ils ne vont pas en parler. Donc peut-être qu'ils en souffrent aussi, mais qu'ils ne le disent pas, tu vois. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, les troubles du comportement alimentaire pour les hommes, ça va être plus de la dysmorphophobie, notamment quand ils font de la musculation, et qu'en fait, ils sont dans quelque chose où ils voient pas du tout comment ils sont vraiment. Oui. Non, mais oui. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai. Et puis moi, tu vois, tout l'entourage, tout mon entourage masculin que je connais, il n'y en a aucun qui se fait accompagner par un thérapeute, sans parler de troubles alimentaires ou quoi. Bah non, c'est pas encore démocratisé, ou je sais pas comment dire ça. C'est pas pareil. Donc, du coup, je sais plus ce que, Et je donc, sais plus ce que tu l'histoire me qui t'a disais. le plus marqué Oui, de voilà. tes coachés? L'histoire qui m'a le plus marquée, si, bah si, je vais en parler.
je vais en parler, mais je vais pas dire je vais pas dire le prénom évidemment. Je vais changer le prénom, on va dire Julie. On va dire Julie, ok? C'est un peu hard ce que je vais dire. En fait, Julie, elle est arrivée lors de l'accompagnement, elle est arrivée lors de l'appel de découverte, et elle me dit, voilà, je souffre de compulsion alimentaire, d'hyperphagie pendant plus de 10 ans. Je suis au bout, j'ai tout essayé, donc plan alimentaire, diététicienne, etc. J'y arrive pas, ok. Je dis bon, on va aller creuser, on va travailler sur tout ça. Bon, on commence l'accompagnement. Et dès la première séance, elle me dit, je me suis fait violer par mon frère de mes 7 ans à mes 15 ans. J'ai essayé de le dire à ma mère, elle m'a jamais cru. Donc j'ai gardé ça toujours pour moi. Je me faisais violer par mon frère et ses copains qui en profitaient aussi également de la situation. Sauf qu'aujourd'hui, Pauline, il y a un truc que tu sais pas, c'est que quand ma mère elle est décédée, elle m'a demandé de prendre en charge mon frère qui est maintenant alcoolique. En gros, c'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, elle a son frère à sa charge, sous son toit, alors que c'est son trauma. C'est horrible. Franchement, c'était très très dur. Comment tu t'es sentie quand t'as dit ça? Ah bah c'était très dur, surtout qu'il y a des choses qui font un peu écho aussi avec mon parcours. C'est quelque chose de... C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu similaire. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, on va prendre une séance, peut-être 2, peut-être 3, pour aller travailler sur tout ça. Parce que comment tu veux te libérer d'un trauma quand tu l'as sous ton toit toute la journée, hein? C'est pas évident. C'est pour ça aussi que je veux pas accompagner des ados qui vivent sous le toit de leurs parents, parce que parfois le trauma, c'est les parents. Mais face, par exemple, à une histoire comme ça, tu t'es jamais dit non, je vais pas y arriver? Ah non, 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 parce que elle m'a quand même dit, ok Pauline, c'est la première fois que je décide d'en parler, de contacter une coach, mais par contre je sens que là je vais avancer. Je suis à une étape de ma vie, ça faisait tellement d'années qu'elle traînait ses casseroles et tout ça, que là elle s'est dit ok je vais m'en libérer. Donc ça lui a fait énormément de bien, voilà, ça lui a fait énormément de bien. Mais ça a été très dur et je pense que ça a été un coaching, un accompagnement vraiment particulier parce que beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup, beaucoup de souffrance. Elle a vécu aussi voilà, du harcèlement, là tu te dis waouh. Et encore, c'est pas la seule, hein. Je pense que beaucoup de femmes qui subissent des agressions sexuelles ou autres viennent vers moi aussi parce que j'en parle sur mes réseaux, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Donc forcément, elles se disent, attends, c'est ça. Elles se disent, attends, je vais me sentir comprise, je vais pouvoir avancer aussi, comme Pauline, tu vois, ce schéma-là un peu de voilà. Et du coup, bah, effectivement, je les comprends directement. Et après, je les accompagne avec différents outils ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de mettre une séparation entre toi, ce que tu as vécu et comment tu peux les accompagner. Tu y arrives? Bon, bah là, maintenant, j'y arrive quand même beaucoup mieux. Ça fait quelques années que je les accompagne. Ouais. Donc, heureusement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Des fois, je me dis, mais heureusement qu'il y a l'ordinateur qui nous sépare. Parce que les petites larmichettes... en face à face, c'est ça. Ouais, okay. Mais maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à garder ma posture de coach étant donné que j'ai beaucoup plus d'expérience. Ouais. Mais au début, c'est comme dans tous les métiers, quoi, c'est pas évident. Ouais. Et aujourd'hui, elle en est où par rapport à son parcours? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle revit. Il y a même un témoignage que j'avais mis sur les réseaux récemment parce qu'elle avait osé partager à cœur ouvert, à visage découvert son parcours et son histoire. Le témoignage, il est hyper touchant. Elle dit qu'elle avait la sensation de ne jamais y arriver, qu'aujourd'hui, elle mange plus... j'allais dire elle mange plus ses émotions. Non, elle peut manger encore ses émotions, mais elle mange plus par compulsion. Elle mange plus pour se remplir, elle mange plus pour cacher un mal-être. Le mal-être, maintenant, elle l'exprime, elle le voit en face d'elle. Voilà. Elle le voit. Quand ça va pas, c'est ok, et elle vit vraiment l'émotion.
Des personnes qui souffrent de TCA, par exemple, qui sont dans un genre de désespoir profond et qui pensent que justement elles vont jamais s'en sortir, même des personnes qui sont à l'hôpital en train de faire un sevrage boulémique ou même parce qu'elles sont en dénutrition profonde, des gens qui pensent qu'ils ont tout essayé, qu'est-ce que tu leur dirais ? Viens dans My TCA. Viens, tu vas voir que t'as pas tout essayé et qu'il y a encore des choses à aller creuser et tu vas voir que tu peux y arriver. Non, sérieusement, je leur dirais de pas perdre espoir parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta force de demain. Moi, si aujourd'hui je suis là en face de toi à te parler et à accompagner des centaines de femmes et à avoir accompagné des centaines de femmes, c'est parce que j'ai vécu ces choses-là et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ce qui fait qui je suis. Et je leur dirais juste ça va aller. Alors ça va aller, ça peut paraître un peu bidon, mais je te jure que ça va aller. Et je te jure que dans quelques années, tu te diras, mais tout ce que j'ai traversé m'apporte, m'a fait comprendre des choses. Et voilà, parce que aussi, quand tu es dans les troubles alimentaires, tu es dans une forme d'immaturité émotionnelle. Quand je parle d'immaturité émotionnelle, c'est pas le sens t'es pas mature ou quoi, mais c'est que t'es pas encore en capacité de comprendre vraiment tes émotions et de les ressentir pleinement. Tout simplement parce que t'es pas prête, parce qu'on t'a jamais appris ou quoi. Et il faut un temps pour tout. Et voilà Ouais, je m'arrêterai là pour la question. Pauline, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle ? Ce matin, je parlais avec une amie que j'ai rencontrée lors de ma formation de coaching, avec qui on est toujours en contact. Elle est géniale, Delphine, elle va sûrement se reconnaître si elle regarde la vidéo. Et elle m'a dit, occupe-toi de ce qui est à l'intérieur de toi au lieu de t'occuper de l'extérieur. Parce qu'en gros, hier, j'ai eu une story comme quoi j'étais KO parce que en ce moment, je mets beaucoup de projets en place, beaucoup de choses et tout, mais ça me passionne, j'adore, c'est ma mission de vie, encore une fois, je le dis tout le temps, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une mission pour moi, donc c'est génial. Mais en même temps, parfois, j'ai du mal à protéger aussi mon énergie. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est, Pauline, avant de donner aux autres, donne à toi et regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi avant de t'occuper de ce qu'il y a autour de toi. Et je dirais ça, c'est ça ma philosophie. Regarde ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi avant de regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Et tes échecs d'aujourd'hui seront ta force de demain. Voilà. Pauline, merci beaucoup. Parlons mieux. Ah, je suis trop contente, merci. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.